Ça commence au moment où deux présences se croisent. Pas un bruit n'a été émis, mais la bataille est déjà lancée. Il y a une danse muette qui se joue entre les regards, les postures, les rythmes de respiration. Celui qui ne capte pas ce moment-là arrive déjà en retard dans son propre affrontement. Le vrai combat ne démarre jamais avec des cris ou des arguments. Il naît bien avant, dans des zones silencieuses où peu osent faire attention. L'atmosphère se façonne selon chaque intention non dite. La façon dont tu poses le pied par terre, le temps que tu gardes les yeux fixés, la manière dont tu respires en observant l'autre, tout ça dit déjà plus que tu ne l'imagines. Et dans cette guerre invisible, gagne celui qui sait devenir imperceptible, tout en étant absolument présent. Celui qui ignore ça livre sa position avant même de se rendre compte qu'on le lit. D'ailleurs, si ce genre de savoir te branche, abonne-toi à la chaîne tout de suite. Ici, on ne balance pas l'évidence. On décrypte ce que personne ne te montre. Ce n'est pas une question de force, ni d'argument parfait. C'est une question de présence. De réaliser que la première lutte dans n'importe quelle bagarre, c'est pour la domination de l'espace. Le premier à conquérir le terrain émotionnel impose le ton de tout ce qui suivra. Et en général, celui qui fixe l'ambiance commande la fin, même s'il semble, au départ, en position de faiblesse. L'erreur la plus courante, c'est de croire que la bagarre commence seulement quand on ouvre la bouche. Mais quand ça arrive, la plupart du temps, la guerre est déjà perdue. Le langage corporel, le champ énergétique et le contrôle de son propre espace décident si tu entres pour gagner ou juste pour réagir. Celui qui comprend ça n'est plus jamais surpris. Celui qui ne comprend pas passe sa vie à se plaindre d'injustice. Alors qu'en réalité, il était juste pas prêt pour ce qui avait déjà démarré bien avant. La guerre invisible est silencieuse, mais impitoyable. Elle n'annonce pas son arrivée. Elle te teste avant même que tu t'en rendes compte. Et si tu entres dans n'importe quel affrontement sans cette perception active, tu seras toujours un pas derrière celui qui joue déjà à un autre niveau. Le niveau où l'esprit gagne avant que la bouche ne parle. Il y a quelque chose de brutalement vrai dans le regard de quelqu'un sur le point d'entrer en conflit. Avant la parole, avant le geste, les yeux trahissent. Ils exposent ce qui se cache derrière la surface, livrent les peurs déguisées en courage et les désirs maquillés en raison. Le regard est la première étincelle du combat, et celui qui apprend à le décoder lit l'adversaire comme un livre ouvert avant même que la première page ne soit tournée. Il existe des regards qui attaquent et des regards qui se défendent. Certains provoquent, d'autres supplient. Beaucoup essaient de cacher la panique derrière une fausse fermeté. Mais tous disent, plus que n'importe quel argument bien ficelé, le regard est involontaire, il s'échappe. Même entraîné, il trahit. C'est pour ça que, dans les coulisses des bagarres les plus silencieuses, l'observation attentive du regard de l'autre est l'une des armes les plus efficaces pour anticiper. Celui qui entre en confrontation sans savoir lire les yeux de l'autre affronte une menace dans le noir. Mais celui qui développe cette sensibilité voit au-delà de la surface. Il repère les hésitations camouflées en conviction, la colère masquée par le silence ou la fragilité de celui qui crie trop fort. Et, peut-être le plus important, il sait exactement quand agir ou attendre. Mais il ne s'agit pas seulement de lire l'autre. Ton propre regard communique aussi. Et si tu n'en as pas le contrôle, tu peux tout livrer. L'insécurité, la hâte, la culpabilité, la peur ou même la soumission. Beaucoup perdent les bagarres avant de les commencer parce qu'ils laissent leurs yeux parler trop. Parce qu'au lieu de garder le mystère, ils étalent leurs émotions avec l'éclat de la pupille. Dans l'art de gagner sans bruit, le regard est plus qu'un reflet. C'est un outil stratégique. Celui qui maîtrise ce qu'il transmet par les yeux et en même temps décrypte ce que les yeux de l'autre essaient de cacher, avance entre les mots avec un avantage silencieux. Et pendant que l'adversaire formule encore sa phrase, toi, tu as déjà tout compris de ce qu'il va révéler. Le silence a toujours été mal compris. Pour les pas prêts, il sonne comme une faiblesse. Pour les anxieux, c'est un vide gênant. Mais pour ceux qui connaissent les coulisses de l'esprit humain, le silence est un territoire de pouvoir. Il n'est pas absence, c'est présence intense. Et dans les disputes les plus réelles, celui qui domine le silence domine souvent le rythme du combat. Il y a un moment précis où le silence s'impose. Il coupe l'ambiance plus fort que n'importe quel cri. Parce que le vrai silence n'est pas juste se taire, c'est communiquer sans mots. Quand tu choisis de te taire, tu forces l'autre à gérer ses propres bruits. Et c'est là que se cache l'avantage. Pendant que l'autre essaie de décoder ce que tu n'as pas dit, toi, tu le contrôles déjà. Se taire, c'est plus qu'une stratégie. C'est provoquer le malaise avec classe.
Laisser l'autre se perdre en essayant de comprendre ce qui n'est pas dit. Beaucoup parlent trop pour cacher la peur. D'autres se précipitent pour combler le vide, comme si le silence était une erreur à corriger. Mais ceux qui saisissent la valeur de la pause entre les mots savent que c'est là que naissent les décisions les plus dangereuses. Dans les conflits intenses, celui qui réagit tout de suite montre son impulsivité. Celui qui reste silencieux quelques secondes de plus montre sa maîtrise. Le silence ralentit la réponse de l'autre, impose une pause dans le flux émotionnel et prouve que tu ne cours pas après le temps. Tu le contrôles. Et ça, à itself, désarme plus que n'importe quel discours. Seul celui qui a perdu des batailles en parlant trop apprend la vraie valeur du silence. Il n'est pas passivité, c'est analyse. C'est l'espace où l'esprit calcule, observe, prépare le coup suivant sans se livrer. Et quand tu reparles, après un silence bien tenu, tes mots pèsent de plus lourd qu'avant. Parce que maintenant, ils ne viennent pas juste de la bouche, ils viennent du contrôle. Peu le remarquent, mais le corps est le premier à réagir quand une bagarre approche. Avant même que l'esprit formule quoi dire, l'organisme se prépare déjà à l'impact. Battements qui s'accélèrent, mains qui transpirent, muscles qui se raidissent. C'est la réponse instinctive du corps à ce qu'il identifie comme menace. Et c'est là que beaucoup perdent, parce qu'ils laissent le corps crier ce que l'esprit essaie de cacher. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de domination extérieure sans domination intérieure. Celui qui veut contrôler la scène doit d'abord apprendre à contrôler son propre pouls. Littéralement. Sentir le cœur battre plus fort et, malgré ça, garder la respiration sous contrôle. Repérer le tremblement des mains et, quand même, garder les gestes fermes, assurés, mesurés. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Mais c'est précisément cette compétence qui sépare les impulsifs des stratèges. Dans un affrontement, le langage corporel parle en premier. Et il dit toujours la vérité. Posture penchée en arrière signale la fuite. Épaules tendues révèlent la défense. Mouvement des yeux incessants montre l'inconfort. Tout ça est capté, même inconsciemment, par celui en face. Le corps livre ce que la bouche n'a pas encore dit. C'est pour ça que celui qui ne domine pas ses propres signaux est toujours en désavantage. Le vrai joueur psychologique ne se contente pas de lire le corps de l'autre, il domine le sien comme une armure. Il ne bouge pas par impulsion. Il reste immobile quand il le faut, occupe l'espace avec fermeté, gesticule juste ce qu'il faut et respire comme s'il avait tout sous contrôle, même si la tempête rugit à l'intérieur. Ce n'est pas du cinéma, c'est du commandement. Contrôler son corps, c'est ralentir l'instinct et remplacer la réaction par le calcul. C'est comprendre que le sang peut bouillir dedans, mais dehors, le visage doit être de glace. Celui qui y arrive intimide sans effort. Il impose le respect sans hausser le ton. Et en plus, il crée une aura de mystère qui déséquilibre l'adversaire, parce qu'on ne peut pas attaquer ce qu'on ne comprend pas. Et rien n'est plus flippant que quelqu'un qui, sous pression, reste inébranlable. Tous les coups ne viennent pas en hurlant. Souvent, ce qui blesse le plus est emballé dans des mots calmes, des phrases bien placées, des tons qui ne montent pas, mais qui transpercent comme des lames affûtées. C'est le pouvoir de la construction subtile, de la communication qui ne s'impose pas, mais qui s'infiltre. Et celui qui maîtrise cette arme n'a presque jamais besoin de crier pour gagner une dispute. Il y a une énorme différence entre parler et architecturer une parole. Les mots peuvent être choisis comme des pièces d'un mécanisme complexe. Certains distraient, d'autres provoquent, certains déstabilisent, tandis que certaines phrases sont plantées comme des graines de doute. La personne qui domine cette structure transforme la conversation en champ de bataille, mais sans que l'autre se rende compte qu'il se bat déjà jusqu'à ce qu'il soit en ruine. C'est facile de repérer une attaque directe, dur de capter quand la critique est cachée dans un compliment, quand l'offense se déguise en souci, ou quand la manipulation se fait passer pour un conseil. Ce sont des mots qui saignent lentement, parce qu'ils ne sont pas détectés tout de suite. Et quand l'impact arrive, les dégâts sont déjà faits, silencieux, précis, irréversibles. La construction subtile demande de l'intelligence émotionnelle et un contrôle du timing. Ce n'est pas parler beaucoup, c'est parler juste. La pause avant le mot, le rythme de la phrase, le poids du silence entre deux idées, tout ça compose l'ambiance qui précède le choc. Celui qui parle trop vite essaie de se débarrasser de la tension. Celui qui parle avec rythme, avec pause, avec calcul, crée la tension chez l'autre. Et peut-être le plus cruel, l'autre ne comprend pas toujours pourquoi il sort de la conversation en se sentant plus petit. Il le sent, c'est tout. Il sent qu'il a perdu, mais il ne sait pas comment.
Il sent qu'on l'a manipulé, mais il n'a pas de preuves. Il sent qu'on l'a touché, mais il n'y a eu ni cri, ni insulte, juste une suite de mots qui semblaient inoffensifs, jusqu'à ce que les dégâts soient faits. Rien ne trompe plus que l'impression d'être aux commandes. Beaucoup entrent en conflit, la poitrine bombée, l'esprit gonflé et la conviction aveugle d'être un pas devant. Ils confondent arrogance avec préparation, posture avec pouvoir, certitude avec vérité. Et pendant qu'ils avancent confiants au centre de la dispute, ils tombent déjà dans un piège silencieux qu'ils ont eux-mêmes construit. L'illusion du contrôle est vicieuse parce qu'elle séduit. Elle fait croire que tout est sous commande, alors qu'en réalité, l'ego a pris le volant. Celui qui se croit absolument sûr dans n'importe quel affrontement arrête d'observer, d'écouter, de sentir. Et en manquant le mouvement subtil de l'autre, il perd le timing, l'équilibre et, au final, le combat. Parce qu'il n'a pas vu qu'on le menait, alors qu'il croyait conduire. Il faut comprendre que le vrai dominio ne se montre jamais clairement. Il est silencieux, presque invisible, et n'a pas besoin de s'affirmer. Celui qui a le contrôle réel d'une situation ne le paraît presque jamais. Il ne crie pas, n'accélère pas, ne s'exhibe pas, parce qu'il n'en a pas besoin. Celui qui s'exhibe trop essaie presque toujours de se convaincre lui-même. Et ça, tôt ou tard, se voit. L'esprit qui se croit au sommet sans considérer le risque de l'erreur devient fragile. Et n'importe quelle petite réponse, une interruption subtile, une question inattendue ou un changement de rythme dans la conversation peut démonter ce château de sable. La fausse sécurité se dissout vite quand elle est confrontée à quelque chose qui n'était pas au scénario. Et la chute, quand elle arrive, est souvent brutale, parce qu'elle prend par surprise. C'est pour ça que le secret n'est pas de paraître sûr, c'est de rester alerte, même quand tout semble sous contrôle. C'est garder l'humilité stratégique, savoir qu'à tout moment le jeu peut basculer, et que, la plupart du temps, il bascule sans avertissement. L'adversaire le plus dangereux n'est pas celui qui crie, c'est celui qui observe en silence pendant que tu crois déjà avoir gagné. Réagir, c'est instinctif. Entendre quelque chose qui blesse, qui attaque, qui provoque, et répondre tout de suite, c'est le chemin le plus commun, le plus naturel, mais aussi le plus prévisible. Et dans le jeu de l'influence et du confrontation, la prévisibilité, c'est la faiblesse. Parce que quand tu réagis sur l'impulsion, tu ne choisis pas, tu obéis juste au stimulus. Et ça, même si ça paraît de la fermeté, c'est de la reddition. Maîtriser l'art de ne pas réagir, c'est comme tenir un éclair dans les mains sans le laisser filer. La tension monte dedans, l'envie de répondre, de contre-attaquer, de se défendre. Tout pulse comme un incendie intérieur. Mais celui qui a entraîné le silence sait, résister à la première impulsion, c'est ce qui sépare ceux qui jouent du côté émotionnel de ceux qui commandent la structure invisible du combat. Ne pas réagir, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du calcul. C'est regarder l'adversaire qui essaie de te déstabiliser et, au lieu de répondre, continuer à observer. C'est repérer la tentative de manipulation émotionnelle et garder la respiration intacte. Celui qui ne réagit pas tout de suite choisit le moment de sa propre réponse. Et choisir le moment, c'est choisir l'impact. C'est décider quand et comment le coup sera porté, s'il doit l'être. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant. Quand tu ne réagis pas, tu renvoies le malaise. L'autre attend de te voir perdre pied, hausser la voix, te justifier. Mais quand rien de tout ça n'arrive, il se frustre. Il commence à se perdre dans sa propre attente. L'attention qu'il a essayé de planter en toi lui revient, comme un reflet qui le coince. Et là, tu passes à dicter l'ambiance, sans même avoir ouvert la bouche. Ne pas réagir, c'est ouvrir l'espace. C'est faire en sorte que l'autre se montre. Pendant qu'il essaie de t'atteindre, il révèle ses points faibles, ses stratégies, ses déséquilibres. Et toi, en restant immobile dehors mais hyper attentif dedans, tu absorbes tout. Tu te charges d'infos, de signes, de failles. Et quand l'heure juste arrive, si tu décides d'agir, ce ne sera pas pour réagir, ce sera pour gagner avec précision. Certaines présences déstabilisent sans dire un mot. Ce sont des gens qui entrent dans une pièce avec l'expression neutre, immobile, totalement impénétrable. Les fameux visages de marbre, ceux qui ne livrent ni émotion, ni intention, ni jugement. Et c'est précisément cette absence de lecture qui provoque le premier déséquilibre. Parce que l'humain, par instinct, a besoin de décoder l'autre. Quand il n'y arrive pas, il commence à se perdre. Un visage inexpressif ne veut pas dire indifférence. Au contraire, c'est souvent là que se cache le plus haut niveau d'attention. Pendant que l'adversaire parle, gesticule, essaie de prouver sa supériorité ou de te faire réagir,
Celui qui maîtrise la neutralité observe tout, chaque mouvement, chaque micro-expression, chaque hésitation. Celui qui paraît statique dehors cartographie le terrain dedans, avec une précision chirurgicale. La froideur stratégique désarme parce qu'elle annule le miroir émotionnel. Dans n'importe quel affrontement, les émotions de l'un nourrissent celles de l'autre. Colère engendre colère, défense engendre attaque. Mais quand la réponse émotionnelle est à zéro, le cycle se brise. Et quand l'autre ne trouve sur ton visage aucun reflet, il commence à douter de lui-même. Sa force vacille et sa confiance, avant inébranlable, se fissure lentement. Ce genre de posture demande un self-control extrême. Garder le visage clean de signaux quand la tension monte, peu y arrive. Mais celui qui s'entraîne à ça devient une énigme. Et les énigmes sont dangereuses, parce que l'ennemi ne sait pas si tu vas exploser ou si tu l'as déjà battu intérieurement. Et le doute, dans ce cas, c'est une arme puissante. Le plus fascinant, c'est que pendant que l'autre essaie de comprendre ton inexpressivité, il se livre. Parce que l'esprit qui ne trouve pas de lecture à l'extérieur se tourne vers l'intérieur. Et là commencent les questions, les insécurités, les erreurs. Le visage de marbre ne protège pas seulement celui qui le porte, il démonte lentement la structure de confiance de celui qui a désespérément besoin d'un reflet émotionnel pour tenir debout. Certaines victoires laissent des marques plus profondes qu'une défaite n'en laisserait jamais. Parfois, gagner n'est qu'une façon sophistiquée de se saboter, surtout quand la victoire arrive dans la chaleur de l'émotion, chargée d'orgueil, de vengeance ou d'impulsivité. Parce que toutes les bagarres gagnées ne valent pas le prix qu'elles coûtent. Et celui qui ne le voit pas à temps fait une conquête pendant que, silencieusement, il commence à s'effondrer de l'intérieur. La sensation de gagner un affrontement peut être enivrante. Une réplique parfaite, une humiliation publique, une imposition incontestable. Sur le moment, ça semble le summum du contrôle. Mais ce qui vient après définit le vrai gagnant. Les conséquences d'une victoire forcée, d'une exposition inutile, d'un mot qui a franchi la ligne. Ces conséquences ont une mémoire longue, et souvent, silencieusement, elles se retournent contre l'auteur de la victoire. Le grand piège, c'est de croire que tout affrontement doit avoir un vainqueur clair. Et pire, que ce vainqueur doit être toi. Pas toutes les disputes exigent une réaction. Pas toutes les provocations méritent une réponse. Et surtout, pas toutes les victoires doivent se passer là, tout de suite. Il y a des victoires qui se construisent dans le silence, dans le temps, dans le recul stratégique. Gagner maintenant, par impulsion, peut signifier perdre à long terme. Et dans ce jeu, le temps, c'est tout. En plus, il y a l'effet secondaire invisible, le coût de l'image. Gagner publiquement peut générer l'admiration de certains, mais ça nourrit aussi le ressentiment, la méfiance et même l'isolement. Beaucoup ont gagné le respect par la force et perdu le soutien par la manière, parce qu'à la fin, ce qui reste, ce n'est pas seulement le résultat, mais le chemin pour y arriver. Et si ce chemin est taché par le manque de contrôle, l'ego ou l'humiliation, le poids de cette victoire devient un fardeau. C'est pour ça que les vrais stratèges choisissent leur bataille. Et encore plus, le type de victoire qu'ils veulent. Ils comprennent que le silence peut gagner mieux que la parole, que le temps peut faire tomber plus que le face-à-face direct. Et que gagner, vraiment, c'est sortir d'un conflit plus fort qu'on y est entré, sans porter le poison que beaucoup appellent, à tort, la gloire. Au final, il ne reste que l'esprit. C'est lui qui retient les impulsions, qui décide des chemins, qui protège ou livre le corps au chaos. Dans les affrontements les plus intenses, ce qui sépare le vainqueur du vaincu, ce n'est pas qui crie plus fort ou qui frappe plus fort, mais qui pense plus clair quand tout menace de s'écrouler. L'esprit est un bouclier, et celui qui le renforce n'a presque jamais besoin de se battre. Il existe un type d'intelligence qui se révèle dans le silence et s'affirme dans le recul. Celle qui comprend que s'éloigner, parfois, ce n'est pas se rendre, c'est se repositionner. Le vrai joueur ne mesure pas sa force à la réaction immédiate, mais à la capacité d'observer, de décoder et d'attendre l'instant précis. Reculer en conscience, c'est comme tendre un piège invisible. L'adversaire croit gagner, alors qu'il s'approche juste de sa propre erreur. Cette posture demande plus de force que n'importe quelle attaque. C'est facile d'avancer, poussé par la colère. Dur de retenir l'impulsion et de choisir le calme. Mais c'est précisément dans ce choix que naît le vrai pouvoir. Le self-control devient armure, la lecture de l'environnement devient carte et le silence devient épée. Parce que celui qui se domine, domine le jeu. Et celui qui domine le jeu choisit quand et comment gagner. Le curieux, c'est que les plus dangereux, ceux qui savent vraiment gagner, ne paraissent presque jamais menaçants. Ils ne s'imposent pas, ne s'exhibent pas,
ne font pas de bruit. Ils passent inaperçus jusqu'à ce que, au moment exact, ils se montrent, avec une précision qui désarme, une phrase qui clôt, un geste qui met fin à tout le conflit sans besoin de confrontation. Ce sont ceux qui savent reculer sans paraître faibles, et avancer sans paraître pressés. Si ce contenu t'a montré une nouvelle façon de voir les conflits, tu sais quoi faire. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne tout de suite. Ici, tu n'apprends pas juste à gagner des discussions, tu apprends à gagner de l'intérieur avant même qu'elles commencent. Et avant de partir, souviens-toi, les prochaines vidéos qui popent sur l'écran maintenant vont t'emmener encore plus loin dans cet univers de contrôle, de lecture émotionnelle et de domination mentale. Regardant une de plus, parce que celui qui s'arrête là n'est pas encore prêt pour les jeux qui viennent après. Pas toutes les victoires ont besoin d'être vues. Pas tous les bons coups ont besoin d'applaudissements. Parfois, le vrai triomphe se passe dans le silence de celui qui a choisi de ne pas se perdre pour prouver qu'il avait raison. De celui qui a opté pour ne pas réagir, ne pas s'abaisser, ne pas céder au jeu sale, même si ça lui coûte la reconnaissance immédiate. Gagner, vraiment, c'est ne pas se trahir. C'est rester entier après l'affrontement. On vit dans une culture qui valorise la victoire éclatante, le clash télévisé. Le moment où l'autre se tait, le public vibre, et la réplique parfaite devient virale. Mais il y a un niveau plus haut de conquête, celui où personne n'applaudit, personne ne remarque. Seul toi sais que tu as gagné, parce que tu n'es pas tombé dans la provocation, parce que tu ne t'es pas laissé emporter par l'ego, parce que tu as choisi le contrôle, pas le spectacle. C'est la victoire qui forge le caractère, qui construit la base de quelque chose de bien plus solide que la réputation. L'intégrité, elle n'apparaît pas sur les réseaux, mais elle apparaît dans la façon dont tu dors la nuit, dans la paix que tu ressens d'avoir agi en conscience, dans le respect silencieux qui grandit autour de toi. Celui qui gagne comme ça, gagne pour toujours, parce qu'il n'a plus rien à prouver à personne. C'est ce genre de conquête qui laisse l'autre dans le doute, parce qu'il attendait une réaction. Attendait le clash, attendait le chaos, mais ce qu'il a trouvé, c'est un mur calme, incassable, qui n'a pas répondu au feu par le feu, mais par la glace. Un type de réponse qui, au lieu de nourrir la bagarre, la termine avant même qu'elle commence. Et ça déstabilise plus que n'importe quel cri. Au bout du compte, les plus grandes batailles se livrent en nous. Et les plus grands vainqueurs sont ceux qui choisissent de ne pas transformer chaque provocation en guerre. Parce qu'ils savent que l'esprit, quand il est entraîné, peut être à la fois bouclier et épée. Mais c'est dans le silence, loin de la scène, qu'il devient invincible.